La lutte contre le chômage s'accentue en Côte d'Ivoire. Le pays vient de lancer sa politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020. La PNE 2012-2015 a été évaluée. Plusieurs actions contre le chômage ont été menées par le gouvernement ivoirien qui veut faire plus. Nous sommes le 9 juillet aujourd'hui. C'est la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre. Cette journée décrétée par les Nations Unies vise à permettre aux États d'affronter la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Ce 9 juillet est aussi un jour spécial. Au Soudan du Sud, le pays célèbre ses 5 années d'indépendance, mais la situation est désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique, malgré la signature d'un accord de paix en août 2015. Dans l'actualité sportive, l'Euro 2016, au total 3400 policiers et gendarmes seront déployés demain dimanche sur les Champs-Élysées pour sécuriser la finale qui va opposer la France au Portugal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Ajoutons au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invitée est Regina Yao, sacrée prix national d'excellence pour la littérature en 2014. Nous parlerons avec elle de l'une de ses dernières publications intitulée Abbé Anselme, la rupture, c'est l'histoire d'un jeune homme beau, élégant, qui fait la fierté de tous. Il a été dédié à Dieu dès sa naissance par ses parents, mais un jour il va décider de quitter les ordres aux grandes dames de son entourage. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pourquoi Abbé Anselme a pris cette décision? Notre invité nous répondra dans la page culture. Ce sera seulement dans une trentaine de minutes. Commençons par le palais présidentiel où l'inspection générale d'État a remis son rapport annuel d'activité au président de la République, Alassane Ouattara. Dans ce rapport, l'inspection générale révèle une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Toutefois, l'institution a fait état de plusieurs obstacles qui entravent encore la réalisation de ses missions. Traoré Mahama, Jérôme Kofi Aboulé. En 2015, l'inspection générale d'État a réalisé une quarantaine de missions d'audit des services publics. Il en résulte une nette amélioration de la bonne gouvernance dans l'administration publique ivoirienne. La situation pourrait être bien meilleure si l'inspection générale d'État ne rencontrait pas de difficultés dans la réalisation de ses missions de corps de contrôle. Le gouvernement, sous votre haute autorité, Monsieur le Président de la République, poursuit les réformes à un rythme soutenu. Les actions de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance doivent également s'intensifier. Nous saluons à cet égard notre collaboration avec les autres structures en charge des questions de gouvernance. Nous déplorons toutefois la persistance de la non-collaboration de certaines structures contrôlées dont les responsables refusent d'obtempérer aux réquisitions, aux demandes d'informations formulées par les inspecteurs et contrôleurs d'État. Nous notons ensuite la faiblesse au niveau de la mise en œuvre des recommandations issues de nos rapports. Au regard des obstacles qui entravent donc les efforts réalisés par le gouvernement en matière de bonne gouvernance sur la période 2012-2015, le chef de l'État promet d'agir fermement. Il l'a signifié ce vendredi en recevant le rapport annuel d'activité 2015 et le programme d'activité 2016-2018 de l'inspection générale d'État. Monsieur l'inspecteur général d'État, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire à quel point je tiens à la qualité et à l'efficacité de notre administration. Je voudrais vous féliciter tout particulièrement de l'important travail qui est fait et ce corps essentiel pour l'efficacité de notre action. Et je trouve intolérable et inacceptable que d'abord, il n'y ait pas cette possibilité d'inspection de manière continue et deuxièmement, que certains se permettent même de ne pas donner suite à vos interpellations et surtout à la mise en œuvre de vos propositions. Je vous promets que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi et que l'année prochaine, nous n'aurons plus ce genre de situation. Parce que les personnes interpellées seront donc remplacées par des personnes qui collaborent et qui donnent satisfaction quant à la bonne marche des structures de l'État. Toutes les structures qui sont mal gérées, où les questions de gouvernance posent problème, nous n'hésiterons pas du tout à prendre les décisions nécessaires pour donner des avertissements ou pour mettre fin aux fonctions des responsables en question.
l'inspection générale d'État doit être respectée. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a demandé à l'inspection générale d'État d'intensifier ses missions d'audit des services publics, notamment sur les marchés publics passés en 2015. Et la lutte contre le chômage s'accentue en Côte d'Ivoire. Le pays vient de lancer sa politique nationale de l'emploi, PNE 2016-2020. La PNE 2012-2015 a été évaluée. Plusieurs actions contre le chômage ont été menées par le gouvernement qui veut faire davantage pour élargir le marché de l'emploi au profit des jeunes. C'est ce que nous rapporte Hamza Diaby. Ces chômeurs sont en majorité des femmes, 53,4%, et des jeunes, avec un taux de chômage respectif de 9,3% pour les 15-25 ans et 7,3% pour les 14-35 ans. Le marché du travail offre généralement des emplois de faible qualité, 91,2% d'emplois informels et 114,6% d'emplois décents, notamment chez les jeunes. Conscient de ce fait et de la nécessité de rompre avec le pilotage à vue de l'emploi, le gouvernement s'est doté d'une politique nationale de l'emploi PNE 2012-2015. Cela en vue d'accroître les opportunités d'emploi décents. Les résultats du rapport ont été présentés ce vendredi. L'objectif de la mission est de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi de la Côte d'Ivoire 2012-2015 et en tirer une série de recommandations pertinentes en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique en phase avec le plan national de développement. Ces actions en faveur de l'emploi se sont organisées autour de 3 piliers. La stimulation de la création économique, l'investissement dans l'accumulation du capital humain et la rationalisation de la gouvernance de l'emploi. Elles ont été mises en œuvre à travers la stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre 2013. Le cadre institutionnel ainsi formalisé avait pour objectif d'être le levier de création d'au moins 1 million d'emplois à l'horizon 2015, selon l'engagement pris par son Excellence M. Alassane Ouattara. Et je puis vous assurer que cette promesse a bel été tenue, puisque nous en sommes à plus de 2 millions d'emplois créés en 2011 et 2015, selon les résultats des différentes enquêtes sur l'emploi. Toujours selon ces enquêtes, le taux de chômage est passé de 9,4% en 2012 à 5,3% en 2014. Outre la restitution des résultats de l'évaluation de la PNE 2012-2015, le dispositif technique de la PNE couvrant la période 2016-2020 a été présenté. Pour relever le défi de l'emploi, selon Dramane Aïdara, il faut que tous, gouvernements, dirigeants d'entreprises et dirigeants syndicaux, ainsi que les organisations internationales compétentes, unissent leurs efforts en coopération étroite avec les collectivités et les organisations citoyennes. Et les personnes en situation de handicap ne sont pas du tout exclues de cette politique d'emploi. L'année dernière, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. L'action est saluée par l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire qui demande à l'État ivoirien une insertion massive des handicapés à la fonction publique. Malika Koulibaly, Abou Sanogo. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Malgré cet effort de l'État, d'autres handicapés peinent encore à obtenir un emploi. J'ai fait la formation en informatique, mais pouvoir t'insérer même dans la société, c'est tellement compliqué. Il y a mené des actions partout, il y a déposé des courriers dans les services, la mairie, les ambassades. On n'a pas eu bien de cause. Avec les diplômes qu'on a acquis, on a le niveau intellectuel pour pouvoir agir. Dans tous les secteurs, on peut travailler. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, tout en saluant l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara, plaide pour une meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées. Considérant le bienfait que ce recrutement apporte aux personnes handicapées et à leurs familles, et à partir de là, nous avons voulu inciter l'État à le reprendre au titre de l'année 2016. À cette conférence sur les principes fondamentaux envisageables pour garantir l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, les membres de l'association ont été appelés à faire valoir leur talent et leur engagement au profit de la société. La personne handicapée était vue avec un autre regard. Mais aujourd'hui, la personne handicapée elle-même a réussi à se faire un nom dans la société. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir dans les administrations, de voir dans des entreprises des personnes handicapées tenir leur rôle.
La Côte d'Ivoire a adhéré à la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et cette convention a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres citoyens. Les audiences foraines démarrent mardi prochain. Le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont procédé au lancement aujourd'hui. C'est une opération qui va permettre l'inscription sur la liste électorale des nouveaux majeurs, puis d'établir des certificats de décès pour le retrait sur la liste électorale des personnes décédées. Abou Sanouko. Les audiences foraines reprennent, ceux du mardi 12 juillet au dimanche 24 juillet prochain. L'opération a été lancée conjointement par le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle va aboutir à la révision de la liste électorale en vue des élections prochaines. Son objectif est de permettre l'inscription sur la liste électorale des personnes âgées de 18 ans dépourvues de jugement supplétif et d'établir les jugements supplétifs et de décès pour les personnes décédées inscrites sur la liste électorale afin de permettre leur radiation de la dite liste, puis de traiter les requêtes en reliquat après l'opération de 2015. Ces jugements supplétifs leur permettront d'avoir des certificats de nationalité pour se faire établir des cartes d'identité et se faire inscrire sur la liste électorale pour leur permettre d'exercer leurs droits de citoyens en participant aux différentes échéances électorales. Nous apportons le support administratif, les circonscriptions d'état civil qui sont sous notre autorité, que nous avons mis en branle. Les officiers d'état civil ont déjà rassemblé l'ensemble des requêtes et lorsque les audiences vont démarrer, ils mettront également du personnel à disposition des magistrats pour la bonne tenue de ces audiences foraines. Mais qu'en est-il de la question des radiations de la liste électorale? Il y a des personnes qui figurent sur la liste électorale mais qui sont décédées. Il faut les en extraire. En plus de cela, le ministère de la Justice travaille à fournir à la commission électorale indépendante la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées et qui ont été privées de leurs droits civiques, donc qui ne peuvent pas voter. 300 000 personnes sont visées par cette opération. 400 audiences sont prévues pour se tenir sur l'ensemble du territoire ivoirien à raison de 10 à 15 audiences par juridiction. Loin de la Côte d'Ivoire au Rwanda, s'est ouverte hier la 3e réunion du groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de Kigali sur le genre. La ministre Euphrasie Yao s'est prononcée sur les avancées dans la promotion de la femme en Côte d'Ivoire. Explication Kadi Fofana Fadiga. 2016 déclarée année africaine sur les droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. L'Union africaine a donc élaboré des instruments juridiques à même de promouvoir l'égalité entre les deux sexes. Malgré ces mécanismes, il existe encore un énorme déficit dans la jouissance effective de ces droits par les femmes. Exclusion économique et des systèmes financiers perpétuent la discrimination des femmes. Leur participation limitée à la vie politique et publique, manque d'accès à l'éducation, autant de mots qui freinent l'avancée des femmes dans la société africaine. Réunis à Kigali au Rwanda, les ministres en charge des questions féminines planchent sur cet épineux problème. C'est la 3e réunion du groupe de haut niveau de l'Union africaine. Tous les ministres africains se réunissent pour partager leurs expériences, pour faire le bilan et surtout relever les défis à venir parce que la lutte pour la réduction des inégalités de sexe continue. Et donc, nous allons partager la riche expérience de la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà sur un pays plutôt modèle de l'Afrique du Rwanda. L'expérience du Rwanda, c'est un parlement majoritairement féminin. Le 15 juillet à Kigali, ouverture du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux de réflexion du groupe de haut niveau serviront donc à mener des débats francs et houleux pour une meilleure prise en compte de la question genre sur le continent africain. La Côte d'Ivoire s'active aussi pour assurer la sécurité alimentaire. Le pays travaille à améliorer sa production en vivrier dans certaines zones agricoles du nord et de l'ouest. Avec le soutien de ses partenaires, l'État ivoirien a mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA. Une somme qui servira à appuyer les organisations de production agricole et les petits producteurs. Serge Koléa pour nous expliquer tout cela. 24 milliards 800 millions de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'État et ses partenaires pour appuyer la production de maïs, de manioc, du riz et de maraîchers dans les régions du Tonkouy, du Bafing, du Kabadougou et du Folon.
Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation extension Ouest, Propacom Ouest. Il s'agit de lutter contre la pauvreté endémique dans ces régions. La région du Tampi, la région du Bafing, Kabatougou et Folon sont des régions qui ont été touchées profondément par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc ce projet est bienvenu. L'appel que je voudrais lancer ici, c'est que les membres des OPA se rendent massivement dans les zones ANADER, dans les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour se procurer les fiches d'identification des micro-projets qui doivent renseigner et déposer à l'antenne du Propacom Ouest au Kansia à Ma. Pour une meilleure implication des acteurs locaux, un organe consultatif et de bonne gouvernance dénommé Cadre régional de concertation CRC a été installé. Les membres du CRC ont examiné les premiers micro-projets devant être mis en œuvre. L'objet du projet est de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des populations des zones de mise en œuvre. Il permettra aux petits producteurs d'avoir accès à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Ce 9 juillet, consacré à la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, n'est pas passé sous silence en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays d'ailleurs. Cette journée a été décrétée par les Nations Unies pour renforcer la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. L'État ivoirien procède, je rappelle, depuis 2012 à la destruction des armes obsolètes et non marquées. Abou Sanoukou. Les derniers chiffres publiés par le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en 2015 révèlent que plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre ont été recensées dans le monde, dont 100 millions en Afrique. La surabondance de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement. 90% des victimes de guerre sont tuées par des armes légères. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont décrété depuis le 9 juillet 2001 la journée internationale de la destruction des armes légères. Cette journée, en plus de son caractère symbolique, a pour but de permettre aux États d'affronter la problématique des armes et de contribuer à la réduction de la violence armée. En effet et malheureusement, le ratio armes-population mondiale est estimé à une arme légère pour 10 personnes sur la planète. Sur une période de 10 ans, au moins 60% des violences des droits humains recensées par Amnesty International impliquent l'utilisation d'armes légères. Cette journée est donc l'occasion pour tous les États de démontrer à la face du monde et à la population que les armes collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et celles qui sont en excédent dans les stocks légaux font l'objet d'une élimination pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des criminels. Et loin donc de ces armes, parlons de la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Les Ascom ont pris fin hier par une cérémonie de distinction. Plusieurs personnalités du monde de la communication, des chefs d'entreprise, des élus locaux, institutions et acteurs de développement ont reçu des prix pour l'excellent travail abattu dans le cadre de leur profession. Moussa Konati. Ils sont hommes de médias, chefs d'entreprise, promoteurs d'événements, élus locaux, institutions, acteurs de développement. Ils reçoivent des trophées à cette 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Avant, on nous appelait campement à gauche. Aujourd'hui, c'est fini, c'est derrière nous. Et là, Kota aujourd'hui fait partie des plus belles villes de Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre 4e trophée déjà. Et là encore, on vient d'avoir ce prix ce soir. Mais écoutez, c'est une fierté. Travailler dans le champ humanitaire qui est vaste, être utile et servir nos collectivités. Vous savez que les Rotariens mettent leur temps, leur argent et leurs compétences pour, ma foi, initier et conduire des actions à l'effet de changer des vies. Ce trophée, c'est un couronnement, c'est une source de motivation pour faire davantage. Si les opportunités se présentent, on espère qu'on aura des opportunités de travailler plus. Et vu qu'on représente un peu la jeunesse à cette cérémonie, on aimerait bien faire passer un message pour dire que les jeunes ont envie de travailler, les jeunes ont besoin de travailler. On est prêt à construire le pays, donc donnez-nous les rênes, quoi. Selon le jury, ces acteurs primés se sont illustrés avec professionnalisme dans leur secteur d'activité. Les lauréats Ascom sont des personnalités qui ont démontré leur savoir-faire, ont démontré aussi leur talent dans le domaine de la communication.
Au total, 23 prix ont été décernés, avec un prix d'hommage à Christophe Billet, publicitaire ivoirien décédé en janvier 2012. Pour ses actions en faveur des populations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a reçu un prix spécial. Quant à Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, elle a été distinguée pour la campagne de communication dans la lutte contre Ebola. Dans ce reportage qui va suivre maintenant, vous allez le voir, ils ne donnent pas du tout l'exemple. Avec des armes, ils détroussaient leurs victimes de leurs biens, mais la police criminelle, heureusement, va mettre fin à leurs activités. Le gang, mis en déroute par les fins limiers, est auteur de plusieurs vols à main armée de voitures de luxe qui le revendaient par la suite à Bouaké. Le témoignage est signé Abou Sanogo. Ces 3 individus ne séviront plus. Auteurs de plusieurs vols et braquages à main armée de grosses cylindrées, ils ont été épinglés par les hommes de la direction générale adjointe chargée de la police judiciaire. Ce gang aurait attaqué et dépossédé de leurs véhicules et pièces administratives un administrateur des services financiers, un comptable et une directrice régionale de la santé sous la menace de leurs armes. Puis, leur ont exigé la somme de 1 million de francs CFA. Exploitant donc des informations parvenues à leur service, les éléments de la police criminelle parviennent à interpeller le nommé Kwasi Kofi Désiré, dit Donkoff, dans la commune de Yopougon, qui, interrogé, aurait reconnu avoir participé à toutes ces attaques en compagnie de 2 de ses acolytes. Il aurait également indiqué que tous les véhicules volés auraient été acheminés à Bouaké pour être vendus au nommé Mamatouré. C'est ainsi qu'une mission de la police criminelle à Bouaké a permis l'interpellation de ce dernier et la saisie de 3 véhicules, puis de retrouver un autre véhicule volé à Abidjan. Les propriétaires sont entrés en possession de leurs biens respectifs. Le véhicule a été braqué à Abidjan, s'est retrouvé à Bouaké, avant de se retrouver aux dernières nouvelles en Guinée. Et c'est à partir de la Guinée, grâce à l'efficacité de notre police, que ce véhicule est arrivé à Abidjan. C'était dans la nuit du dimanche 5 juin, lorsque je rentrais d'une cérémonie avec un ami. Je devais le déposer à la Riviera 2. Au moment où j'ai déposé cet ami, que je devais récupérer un truc dans la voiture pour lui remettre, que je suis sorti du véhicule, l'individu s'est approché à côté de moi avec une arme, un pistolet. Voilà, il a demandé tout de suite de lui remettre les clés et le portable qui était sur moi. Je lui ai remis, il nous a fait rentrer dans la maison de cet ami. Et quand nous sommes rentrés, automatiquement il a démarré le véhicule et s'en est allé. Je voudrais dire merci déjà à la direction de la police criminelle. C'était pas sûr qu'on retrouve ce véhicule. La manière le véhicule est parti. À notre enseigne nous a dit jusqu'à Bouaké, le véhicule partait, c'était pas sûr qu'on le retrouve. Donc c'est juste pour les encourager pour la noble tâche, le travail remarquable qu'ils ont fait. Ces individus iront répondre de leurs actes devant le parquet du tribunal de première instance. Par ailleurs, la police criminelle invite toutes les personnes qui, dans la zone nord, ont acheté ou reçu des véhicules des mains du nommé Mamatouré de les déposer à la préfecture de police de Bouaké pour vérification. On ouvre à présent le chapitre politique de cette édition avec le RHDP, les coordonnateurs départementaux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sont en formation. Ils s'imprègnent de leurs responsabilités des futures échéances électorales. La rencontre animée par 2 cadres du RHDP, Adama Bictogo et Noël Akosi Benjo, s'est déroulée cette semaine même à la rue Le Pic, au siège du RDR. Thomas Kessambi. L'engorgement de la rue Le Pic Abidjan-Cocody cet après-midi du jeudi 7 juillet donnait déjà le signal d'une rencontre pour la remobilisation des troupes du RHDP. Après la présidentielle d'octobre 2015, de nouveaux défis se présentent au Rassemblement des oufouettistes. Des défis qu'il faut relever absolument avec un succès plein et entier. Adama Bictogo et Noël Akosi Benjo de la coordination pour la mobilisation et l'animation du RHDP ont eu à l'occasion des mots et surtout de la manière pour le transmettre aux coordonnateurs départementaux accompagnés de leurs adjoints. Après un échange qui s'est voulu très ouvert, la rencontre arrête l'essentiel. Il est bon de mobiliser, de remobiliser nos troupes à travers les coordinations départementales pour donc amener les Ivoiriens de façon majoritaire à l'adoption de la nouvelle constitution. Aussi, nous avons donc préparé nos coordinations départementales aux élections législatives à venir
où nous irons en tant que RHDP, il faudrait que le consensus prenne le dessus et que l'Assemblée nationale à venir soit le reflet du plébiscite dont a bénéficié le président de la République, Alassane Ouattara. Comme on le voit, après le triomphe de son candidat Alassane Ouattara qui a rempilé pour un second mandat, le RHDP veut aussi se donner les moyens de lui permettre de diriger avec la majorité au Parlement, mais en passant par l'adoption d'un nouveau projet de constitution. Le RDS active pour les prochaines législatives une rencontre d'information à l'initiative des potentiels candidats à ces législatives vient de se tenir. Les candidats doivent avoir le consensus de la base avant tout dépôt, selon le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. On en sait plus avec Sidonie Davila. Avec l'ensemble de sa base et en présence de nombreux militants, la direction du parti du Rassemblement des Républicains a donné les instructions pour une participation active aux élections législatives. Les éventuels candidats devront faire cas de leur candidature à la direction, a tenu à faire savoir le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, lors de sa rencontre avec les cadres du parti. Il s'agit pour nous de toujours renforcer cette majorité indispensable, disons, au président de la République. Toute chose qui devant lui permettre de poursuivre son programme de développement économique et social. Pour les futurs candidats aux législatives prochaines, rien n'est acquis d'avance. Il faut désormais s'assurer du soutien de la base. Les candidats seront choisis en étroite relation avec la base, avec l'avis de la base, le consentement de la base. Désormais, la base aura son mot à dire. Au regard de l'importance de ces échéances futures, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, invite tous les militants à observer la discipline et le rassemblement lors de la tenue de ces élections dont les dates restent indéterminées. Ce 9 juillet est un jour spécial au Soudan du Sud. Le pays célèbre ses 5 années d'indépendance. Mais la situation est désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique, malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar. On en sait plus avec Kader Ouattara et Abou Sanogo. Le spectre de la violence refait surface à nouveau au Soudan du Sud. Plus de 150 morts. Ce vendredi 8 juillet, vers 18h heure locale, des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre dans la capitale Juba, notamment aux alentours du palais présidentiel. Au même moment, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar donnaient une conférence de presse au palais présidentiel. Une conférence au cours de laquelle les deux dirigeants ont indiqué qu'ils ne pouvaient expliquer ce qui se passait dehors. Mais tous deux ont appelé au calme, calme qui est revenu aux alentours de 20h. Cet incident illustre bien la volatilité de la situation dans le pays. L'État est ruiné, l'inflation frôle les 300%. 2 millions de personnes ont fui leur maison. 5 millions dépendent de l'aide alimentaire d'urgence. Dans la région de Wo, des affrontements armés font rage depuis un mois entre communautés rivales. Et les provinces reculées sont régulièrement le théâtre de combats sporadiques. La crainte de tous, c'est de voir le Soudan du Sud basculer à nouveau dans la guerre civile. Le conflit avait éclaté en décembre 2013 au sein de l'armée nationale, miné par des dissensions alimentées par la rivalité entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Malgré de forts espoirs de paix placés dans le retour de Riek Machar à Juba, l'équilibre politique du plus jeune pays du monde reste très précaire, car les sujets de contentieux entre le président Salva Kiir et son vice-président ne manquent pas. Dans l'actualité sportive, à l'Euro 2016, au total, 3400 policiers et gendarmes seront déployés demain dimanche sur les Champs-Élysées pour sécuriser la finale de l'Euro 2016 qui opposera la France au Portugal. Près de 1300 policiers se trouveront, eux, au Stade de France, à Saint-Denis, où se déroulera cette rencontre. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous avons maintenant la page culture. Accorder un soin particulier au décor de sa maison ou de son bureau, c'est la tendance actuelle. Au-delà du beau et de l'agréable,
la décoration d'intérieur possède de nombreux avantages que nous rapportent maintenant Mahama Traoré et Sita Soro. Vivre dans un cadre de vie sain, agréable et par-dessus tout beau, c'est tout l'objectif de la décoration d'intérieur. Au-delà du plaisir procuré, la décoration d'intérieur renferme de nombreuses vertus, selon les professionnels. Quand on a une belle maison, on a un bel espace de vie, ça augmente la durée de vie. Hein. Ah oui, quand tout est beau autour de vous, vous avez les nerfs qui sont bien stimulés, vous avez la paix du cœur. Une chambre où le malade arrive, il est déjà stressé, affaibli, on va utiliser des couleurs qui vont le conduire au repos. Par exemple le bleu. Le bleu conduit au repos, à la paix, c'est une couleur relaxante. Ou le vert qui a trait à la nature. Mais pour bénéficier de toutes ces vertus, il faut s'attacher les services d'un professionnel en la matière. Une denrée rare ici en Côte d'Ivoire, car le secteur de la décoration d'intérieur est dominé par des autodidactes. Pourtant, l'essor du secteur dépend de la formation. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont diplômées sont formées à être des chefs d'entreprise. En fait, sont coachées à être des chefs d'entreprise qui, elles, embaucheront des jeunes Ivoiriens. Donc, je veux dire que notre secteur va apporter de l'emploi, et contribuer à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. À ce jour, on compte une 60aine de professionnels de la décoration formés en Côte d'Ivoire. Tous sont issus du seul centre de formation existant en Afrique de l'Ouest depuis 2011. La dernière promotion de ce centre de formation compte 12 femmes et a pour marraine Abiba Dambele-Saoué, directrice des reportages institutionnels à la RTI. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invitée de la page culture. Bonsoir, Regina Yao. Bonsoir. Alors, on dit de vous que vous êtes une écrivaine prolifique. Combien d'ouvrages avez-vous à votre actif? Oh, je crois 30 publications, oui. Et vous écrivez depuis plus de 40 ans? Oui, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. J'en ai 61 demain. Et j'ai passé les 3/4 de ma vie à écrire. Les femmes ont du mal à dire leur âge, mais vous le dites aisément. Mais oui, je ne peux pas cacher puisque c'est derrière tous les livres. Ce n'est pas la peine de cacher. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à l'une de vos dernières publications, Abbé Anselme, La rupture. C'est un autre registre emprunté par Regina Yao, ça c'est mon avis, un ouvrage sur la foi religieuse. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Oh, en tant que chrétienne engagée, je me suis dit à un certain moment qu'il fallait que je parle de certaines choses. Bon, il y avait l'histoire d'un prêtre qui m'avait marqué, que je voulais écrire. Et puis en écrivant, je me suis rendu compte que le livre s'écrivait autrement. Donc, j'ai suivi mon instinct et c'est comme ça que Anselme est né. En quoi un thriller? Oui, c'est entre les deux. Roman, thriller. Voilà. Vous aimez bien le suspense. Voilà, ça c'est ma marque de fabrique et voilà. Alors, on va regarder cette marque de fabrique, Anselme. Abbé Anselme, La rupture, a été résumée par notre consoeur Sita Soro. Nous allons regarder et poursuivre notre entretien. Quitter les ordres. La décision de l'abbé Anselme est prise. Le personnage de l'œuvre de Regina Yao, intitulé Abbé Anselme, La rupture, est un prêtre d'une 30aine d'années, beau, élégant, sportif, qui décide de déposer la soutane. Une soutane, semble-t-il, trop encombrante. Anselme, faisant pourtant la fierté de tous, plus encore de sa mère qui l'avait consacrée avant même sa naissance à l'œuvre de Dieu. Cet abandon lui coûtera cher. Rupture des liens familiaux, tentative d'assassinat, mais il ne pliera pas l'échine. À mi-parcours entre le roman classique et le thriller, Abbé Anselme, La rupture met en scène deux courants du christianisme, les catholiques et les évangéliques, et s'interroge sur leurs règles, dogmes et pratiques. Dans un langage simple et accessible, appuyé de versets bibliques, l'auteur des Huanka, La révolte d'Afiba, Coup d'État et bien d'autres amène en 198 pages le lecteur au cœur de la religion chrétienne et l'aide à la compréhension de certains préceptes et commandements. Alors, Regina Yao, Abbé Anselme a été dédié à Dieu avant sa naissance, même par ses parents. Oui. Et un jour, il décide de prendre son propre chemin, d'abandonner la soutane. C'est une désobéissance, non? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que nous sommes les enfants des gens et qu'ils pensent qu'ils peuvent décider de notre destin. Mais ce n'est pas vrai parce que après, souvent, les enfants se révoltent et veulent prendre un autre chemin. Alors donc, pour vous, les parents ne devraient pas décider de l'avenir de leurs enfants? Décider
de l'avenir de leurs enfants. Non, il faut qu'ils prennent des décisions, d'accord, mais en accord avec les enfants. Souvent, on leur dit, oui, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat. Moi, je ne veux pas que tu sois autre chose. Mais est-ce qu'il a les potentialités pour devenir ce que vous voulez? Est-ce que ça lui plaît? Parce que exercer une profession qui ne plaît pas, ça fait qu'on est toujours malheureux. Moi, je sais de quoi je parle. Vous savez de quoi vous parlez? Oui. Vous avez toujours voulu être écrivaine, vous êtes écrivaine? Non, mais avant d'être écrivaine, j'ai été secrétaire de direction pendant des années. C'est que vous n'avez pas voulu? Ça a toujours été galère, je ne voulais pas. On vous l'a imposé? Plus ou moins. D'accord, ça on va passer, on va peut-être en parler une autre fois. Alors, quelles peuvent être les conséquences, selon vous, si les parents décidaient du métier ou de la profession de leurs enfants? Mais comme je disais, les enfants seraient malheureux et ils ne vont pas bien exercer leur profession. Ils le feront parce que, bon, il faut que je gagne de l'argent et tout. Il n'aura pas la motivation. Voilà, et puis ils ne vont pas s'épanouir et ce sera toujours un problème dans leur vie. D'accord. On va maintenant revenir à Abbé Anselme, votre personnage principal. Il a abandonné la soutane, on l'a déjà dit, pour la vie laïque, aux grands dames même de son entourage. Sa mère va le régner, mais il ne va pas changer de position. Est-ce qu'il était au fond dans la vérité? Je crois que oui. Pourquoi? Je crois que oui, parce qu'il s'est rendu compte, au fil des années, il s'était rendu compte, mais il n'avait pas vraiment pris ça au sérieux. Et puis un matin, c'est comme si un voile s'était déchiré devant ses yeux. Et puis il a vu certaines choses qui étaient en contradiction avec la foi qu'il servait. Et puis il a eu envie de changer de vie aussi. D'accord. Vous le décrivez comme un homme élégant, beau, séduisant. Finalement, est-ce que la soutane n'était pas trop encombrante pour lui? Oh, ce n'est pas par rapport... C'est pas sous-entendu. Non, c'est pas par rapport à son apparence ou à sa beauté. Vous qui avez lu le livre, vous êtes rendu compte que ça le gênait même. Quand les gens disent, comme si Dieu n'avait pas droit au Mais parce que vous plus beau. insistez sur cette beauté dans vos écrits. Non, mais c'est pour dire que malgré cela, il était un prêtre vraiment consacré. C'était un gars qui était vraiment consacré à l'Éternel, malgré sa beauté. D'accord. Et les élus de Dieu sont confrontés à ce genre de situation? Oui, je crois, parce qu'on pense que ceux qui sont beaux, c'est un gaspillage de les laisser aller servir Dieu, surtout quand ils sont dans un système où ils ne peuvent pas se marier. Et il faut résister donc à la tentation? Absolument. Il leur faut résister à la tentation. Tout le monde n'y arrive pas, mais j'espère qu'il y en a qui y arrivent. Alors, sa famille avait du mal à accepter sa décision, donc la décision d'Anselme, parce que cette famille-là profitait au fait de son statut qu'il a décidé d'abandonner. Est-ce que cette famille chrétienne s'attachait à l'apparence? C'est aussi oui, je crois que quelque chose que vous dénoncez. C'était l'apparence, parce que dans certaines familles, les gens ne veulent pas que leurs membres fassent certaines choses parce que ça va gâter notre nom ou bien ça va mettre du sable dans notre atchéké, des choses du genre. Mais lui, il s'est dit que sa vie, là, Dieu ne lui a pas donné ça pour que les autres en profitent. Donc, il ne cherchait pas à plaire à autrui. Et ce sont des mots que vous dénoncez qui ne devraient pas faire partie de la foi chrétienne. Oui, lui, il voulait servir son Dieu. C'est ce que les gens n'ont pas compris, mais différemment. Mais eux, comme ils étaient, à cause de sa prestance, de sa qualité de prêtre exemplaire et de sa qualité de star de basket... Mais lui aussi, il en profitait. C'était sa famille, il profitait aussi de tous ses honneurs. Non, mais il va laisser. Il ne profitait d'aucun honneur, lui. Il était... Ça ne lui disait rien, mais voilà. Il en profitait. Oui, ce sont les autres qui en profitaient. Et ils ont vu que, ils ont dit que s'il cessait d'être prêtre, ça allait tout gâcher pour eux. Politiquement, parce que son beau-frère était un homme qui cherchait à être ministre, et le président de la République de leur pays, en tout cas, il ne s'amusait pas avec les histoires d'église. Il y a aussi la chasteté que vous abordez ouvertement dans cet ouvrage. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de vivre cette chasteté? Non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Surtout quand on est beau comme Anselme. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et donc, pour vous, la vie chrétienne a des contraintes. Quelles sont ces contraintes? Absolument, la vie chrétienne a des contraintes. Par exemple, quand on prend le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, on voit la liste de ce que Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon royaume. Et les impudiques en font partie. C'est quoi un impudique? Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas honte de se déshabiller devant les autres, non. Dans le contexte évangélique, je veux dire, dans le contexte de la Bible, un impudique, c'est quelqu'un qui a des rapports sexuels sans être marié. Et si vous mourrez pendant, ou bien si vous n'avez pas eu le temps de vous repentir, tout droit en enfer. Et vous pensez que les lecteurs, il y a des lecteurs qui ne croient pas en toutes ces choses? Mais ils ne sont pas obligés de croire parce que moi, je n'invente pas. S'ils sont chrétiens, ils doivent avoir déjà vu ça dans la Bible. Il faut qu'ils prient pour pouvoir se maintenir dans le christianisme qu'ils ont choisi. Parce que toute religion, de toute façon, a ses contraintes. Et quelle est cette autre contrainte? Il n'y a pas que la chasteté qui envoie au paradis, si je vous suis. Oui, par exemple, la rancune.
Et puis une personne qui passe et puis vous lui dites churou, elle ne vous a rien fait, vous lui dites churou. Vous ne pensez pas que c'est un péché, mais devant Dieu, c'est un péché. Il n'y a pas de petit ni de grand péché devant Dieu. La gourmandise et puis l'adultère, devant Dieu, c'est le même péché. Il y a des choses dont nous devons nous abstenir. Faire par exemple des choses qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'on vous dit à l'église qu'il faut faire ça. Il paraît qu'il y a un pasteur qui a fait manger de l'herbe à ses... Donc il faut se référer à la Bible en fait, oui, qui est le code, la boussole du chrétien. Absolument. Alors comment préserver sa foi chrétienne dans ce monde, si on vous suit et qui est si agité? Le monde est agité, mais si on est vraiment touché par la grâce de Dieu, on sait comment marcher. Ça n'est pas facile tous les jours. Les gens me disent, oui, mais tu es encore jeune et tout, il faut te remarier ou bien prends-toi un gars. Je dis, non, je ne peux pas, parce que je suis en Christ. Mais d'où vous tirez cette force? Mais c'est la grâce de Dieu. C'est dans la prière, dans la grâce de Dieu. Je ne puis rien par moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie, nous dit l'apôtre Paul. Il faut demander dans la prière à Dieu de vous soutenir parce que ce n'est pas évident. Et Abbé Anselme était un homme de prière. Merci beaucoup, Regina Yaou, d'avoir été notre invitée de la page culture de ce soir. C'est moi qui vous remercie et j'espère que les gens vont acheter ce livre et qu'on aura une autre occasion de discuter. Ce n'est pas une deuxième Bible, hein? Non. C'est un ouvrage qui nous conduit peut-être à lire la Bible. Absolument. Merci beaucoup, Regina De Yaou. rien. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été réalisé par Edouard Kofi Sakra et supervisé par Michel Mambo. Merci à la régie et à vous tous de nous avoir suivis.